Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire, comme on le fait un peu tous les mois chez Deep Invest. Aujourd'hui, notre sujet va être, alors c'est notre format entretien sans concession. Donc, on a deux gérants qui se sont prêtés à l'exercice. Vous allez voir, on va essayer de faire une présentation un petit peu dynamique. Donc, chaque gérant, évidemment, va se présenter tout de suite après nous. Et puis, l'objectif étant de vous apporter un éclairage à la fois marché, mais aussi conviction des gérants qui nous ont rejoints aujourd'hui, puisqu'on a deux gérants qui sont présents, Darwin et Patrimonia Capital, qui vont se présenter juste après. Juste avant ça, petit point technique, parce que parfois, il est bon de passer par la technique pour pouvoir ensuite parler métier. En bas de la page, vous trouverez trois petits points juste à côté du téléphone raccroché, qui vont vous permettre de vous mettre éventuellement en mode projecteur, ce qui va vous permettre d'accéder à une version plus grand écran de la diffusion. Voilà, ça permet donc les trois petits points projecteurs, ça vous permettra d'afficher le webinaire en grand format. Je vais commencer tout de suite par présenter nos deux invités du jour. Donc, on est très heureux d'accueillir Vanessa Rodriguez, qui va se présenter juste après, qui est la directrice des partenariats et associés chez Darwin. Et on est aussi ravis d'accueillir Jérôme Moitry, qui est le directeur général de Patrimonia Capital. Honneur aux dames. Vanessa, je te laisse te présenter brièvement sur un petit peu ton parcours et pourquoi tu es là aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est toujours ravi de participer au webinaire de Deep Invest. Donc moi, je suis venue principalement pour parler de Darwin, mais plus globalement pour parler aussi des marchés immobiliers, peut-être ce qui s'est passé, quelles seront nos perspectives. Moi, pour le coup, ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille dans l'immobilier, alors successivement pour d'autres maisons de gestion. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un petit tournant, j'ai envie de dire, l'année dernière. Déjà tournant sur les marchés, mais tournant aussi sur les valeurs et l'ADN qu'on pouvait apporter aussi à ce métier. Donc clairement, j'ai voulu m'associer à des êtres humains, voilà, qui travaillent eux aussi dans l'immobilier, dans l'épargne immobilière depuis de nombreuses années, pour justement, on va dire, prendre tout ce qui s'est bien passé et les mettre un petit peu au plus haut niveau, avec des curseurs un petit peu plus élevés, que ce soit sur la performance, la transparence, la fluidité aussi dans la communication. Et également proposer de nouvelles solutions qui seraient peut-être plus en phase avec les différents marchés immobiliers qu'on a envie d'adresser et aussi pour les enjeux des investisseurs. Très bien, vaste programme, c'est ce qu'on va essayer de parcourir aujourd'hui. Alors brièvement, mais on va quand même s'y attaquer. Jérôme, Oui, à vous de merci jouer. Marc. Alors, très rapidement, donc Jérôme Moitry, donc moi-même effectivement je suis ingénieur d'école centrale. J'ai aussi fait un MBA à l'INSEAD il y a quelques années, il y a déjà pas mal d'années. J'ai aussi fait 20 ans de conseil en stratégie chez Oliver Wyman. J'étais associé dans ce cabinet, beaucoup à l'international. J'ai vécu aussi un petit peu aux États-Unis. Et puis j'ai rejoint mon frère il y a une dizaine d'années qui lui avait créé le groupe Patrimonia, dont je vous parlerai tout à l'heure, il y a plus de 30 ans. Pour développer la partie gestion pour compte de tiers, donc le private equity immobilier et hôtelier. Et donc, on pourra parler effectivement de ça et de la SCPI que nous avons lancée tout récemment. Merci Jérôme. Alors je me présente à mon tour pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui ne me connaissent pas. Donc moi, Marc Sartori, je suis le président fondateur du seul cabinet d'analyse financière et immobilière indépendant qui s'appelle Deep Invest. On existe depuis 2005 et on a lancé toute notre activité SCPI avec la plateforme en 2019. Je vais enchaîner tout de suite pour brièvement nous présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas et puis ensuite on va passer à la présentation des gérants. Donc rapidement, nous, on est un cabinet d'analyse financière. Alors, cabinet d'analyse financière au sens de l'AMF, ça implique quoi? Ça implique qu'on ne peut pas vendre de parts de SCPI. Ça, c'est la première étape. Donc, ça nous permet de travailler avec l'ensemble. Et la deuxième étape, c'est qu'on travaille avec l'ensemble des parties prenantes sur le marché, les particuliers, les gérants de fonds, évidemment, qui sont représentés aujourd'hui, les conseillers en gestion de patrimoine, et puis toutes les plateformes et aussi des institutionnels qui viennent chercher chez nous de l'information, puisque nous, notre positionnement, c'est d'apporter de l'information la plus lisible, la plus compréhensible possible, avec, alors on le verra juste après, des algorithmes qui sont calculés trimestriellement et annuellement pour essayer de faire du profiling de fonds, pour essayer de comprendre un peu comment tous ces fonds se positionnent. Et on a
Un beau succès puisqu'on a passé les 1200 inscrits et puis vous voyez, on n'a pas eu le temps de mettre à jour, mais on a passé maintenant les 130 millions d'allocations qui sont soit suivies, soit allouées sur nos portefeuilles qui sont mis à disposition des conseillers en gestion de patrimoine et des particuliers. Donc voilà, les gens ont besoin d'informations et finalement en période de crise, c'est un révélateur aussi de voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait et du coup, je caricature un peu toujours, mais les crises ça donne envie aux gens d'être intelligents et ça les force à être intelligents et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on regarde, alors je vais réussir à passer mon petit slide, oui, peut-être, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'analyse de fonds, on note nos fonds avec tous les trimestres pour la performance financière et tous les ans pour la performance durable, en associant ces deux approches qui sont à la fois complémentaires, mais qui peuvent être parfois un petit peu différentes. On va aussi avoir des outils de comparateurs, du géomapping, puisqu'on va géopositionner l'ensemble du patrimoine des fonds immobiliers disponibles. On va avoir pour les CGP des outils d'allocation de portefeuille qui fonctionnent plutôt bien parce que qui vont leur permettre de justement catégoriser et analyser le marché extrêmement rapidement et de suivre leur portefeuille avec les différentes évolutions qu'on peut avoir, avec parfois quelques projections qui vont leur permettre un peu d'anticiper, si c'est encore possible, d'anticiper le marché. Et puis on fait aussi des audits de marché, ça c'est plus pour la partie institutionnelle. On a eu voilà, maintenant on est en mesure d'importer tous les portefeuilles, enfin je dis tous les portefeuilles, on importe de l'O2S qui représente quand même une grosse partie du marché. On va aussi avoir les fameux tableurs Excel que tout le monde a pour les plus petits cabinets. On a réussi à faire des moulinettes pour les importer. On a des outils de veille et puis là, il y a quelques semaines, on a eu le plaisir d'animer nos palmarès des SCPI durables comme chaque année maintenant. C'est la deuxième session qu'on fait avec une remise, avec différents podiums pour essayer de rassembler en fait l'ensemble des acteurs autour de cette thématique de durabilité qui est parfois mise à mal par certaines, on va dire, approches, mais qui est, d'après nos fondations et nos fondements, essentiel à l'immobilier. Ça, c'était la présentation rapide. Alors, vous savez qu'on aime bien aussi, parce que ça nous aide, nous qui allons intervenir, alors je parle pour nous, gérants et Deep Invest, on aime bien savoir un peu qui on a dans la salle. Voilà, ça donne une interaction et ça nous permet aussi d'adapter la présentation. Alors, vous allez pouvoir voter. Je vais lancer le sondage tout de suite. Le premier sondage est lancé. Alors, vous allez voir, je vais relire la question juste après, mais ici, je vais revenir. Voilà. Vous allez avoir toujours en bas à droite un triangle, un carré, un rond, et vous allez pouvoir accéder à ce sondage et vous allez pouvoir automatiquement valider l'une des questions. Alors, il y a éventuellement des choix multiples, mais là, en l'occurrence, donc connaissez-vous les deux SCPI et les deux gérants qui sont présentés aujourd'hui? Donc, je connais Darwin et sa SCPI, je connais Patrimonia et sa SCPI, je connais Darwin et Patrimonia et je ne connais aucun des deux. On vous laisse voter quelques minutes, comme ça va nous permettre, et ça va permettre à tout le monde d'adapter le discours. La partie, donc, je répète, partie sondage en bas à droite, triangle rond carré. Je pense que vous allez avoir une audience attentive tous les deux, puisqu'on a globalement des gens qui viennent pour vous connaître. Ouais, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'était l'objectif aussi pour vous. Donc bon, jusque-là, on coche les cases, ça va, on est content. Aucune surprise. Donc tout va bien. Alors je laisse encore voter quelques minutes. Voilà, bon, on est. Alors j'ai quand même quelques intervenants qui connaissent Darwin et la SCPI, quelques intervenants qui connaissent aussi Patrimonia Capital. On n'est pas quand même dans une zone complètement en friche. Vous avez quelques bases pour travailler. Je vais vous laisser. Alors, j'ai pas pensé à en parler. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le petit chat qui est en bas à droite. Au fur et à mesure de la présentation, on pourra y répondre. Moi, j'essayerai de les injecter dans les éventuelles questions qu'on va avoir avec les gérants. Et puis, sinon, en fin de session, on se réserve toujours 5-10 minutes pour prendre les questions qui n'auraient pas été répondues. Mais on va laisser. Ah oui, alors il y avait, je connais les deux, n'est pas prévu. Bon, alors on a des gens qui sont très affûtés puisqu'ils connaissent l'un et l'autre. Voilà, comme ça,
on est tout bon. Vanessa, je vais te laisser présenter Darwin. Alors, on a récupéré des slides de présentation pour que ce soit plus facile pour nous pour les passer, mais à la fin de la présentation, on vous enverra un mail de remerciement et on vous adressera, si vous le souhaitez, les slides des différentes présentations pour les différents gérants. Donc, c'est pour ça qu'on les a un peu raccourcis. Vous ne nous en voudrez pas, ni Vanessa, ni Jérôme, mais après, derrière, vous pouvez avoir l'intégralité des présentations, bien sûr, des gérants. Si vous le souhaitez, vous avez simplement à nous le demander. Vanessa, à toi la parole. Merci beaucoup. Décidément, tu es très galant parce que j'ai toujours la parole en premier. Mais ça va changer après dans les questions. Donc voilà. D'accord, ouais, quand même. Merci beaucoup en tout cas pour cette vitrine. Hein. C'est important pour nous d'avoir une communauté de CGP qui, en tout cas, apprennent à nous connaître néanmoins, parce qu'il y a quand même beaucoup de lancements cette année. Pour rappel, Darwin, c'est une société de gestion très récente. Alors, si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave, vous n'avez rien perdu, puisqu'on a été lancé et agréé AMF en juillet dernier, pour vous dire à quel point c'est récent. Et on a lancé le premier fonds en novembre 2024. Donc finalement, on a 2 mois d'activité sur la commercialisation de ces SCPI. Avant ça, donc forcément pas de track record, on a plutôt un track humain chez Darwin. 5 associés strictement indépendants, non adossés à un fonds d'investissement, encore moins un assureur ni à une mutuelle. Un actionnariat 100% maison. Et vous avez 3 des associés qui travaillent donc à temps plein, évidemment, chez Darwin. Oussama, notre président, Fong, directeur général, et qui a 17 ans d'années d'expérience en investissement et en asset management, anciennement chez Iroko, avant ça chez Advenis, et encore avant ça chez Urban Premium. Et moi-même, et on a certainement dû se croiser chez Novaxia ou Turgot Asset Management quand on a lancé la SCI Via Génération. Depuis juillet, on a accueilli Marine, qui est fund manager donc pour cette SCPI qui s'appelle Darwin RE01. Il y a Fong et Marine qui sont les gérants. Belinda, qui était chez Novaxia, qui m'a rejoint très récemment chez Darwin. Et Lassana, au service client, middle officer, qui venait de chez Perial. Donc voilà, ça c'est l'équipe de choc qui est là pour travailler ensemble. Et si tu peux passer les slides d'après, notre objectif, si vous voulez, notre mission, ça va être pas de réinventer la roue, que ce soit dans l'immobilier ou dans les produits, mais se structurer différemment avec en ligne, enfin en cœur de cible, l'investisseur et nos réseaux de partenaires. Il y a des piliers sur lesquels on va insister spécifiquement. On n'a pas de track record, mais on a un track humain, d'accord, plus de 30 ans d'expérience embarquée dans l'équipe pour tirer le meilleur parti finalement de ce qu'on a acquis en tant qu'expérience dans d'autres sociétés de gestion et qu'on veut mettre à profit chez Darwin. Cette ambition de faire de l'immobilier, mais de l'immobilier performant pour les investisseurs, à impact, et c'est plus du greenwashing, c'est une nécessité, et Deep Invest là-dessus a une longueur d'avance sur d'autres outils, mais au-delà des labels, on vient d'obtenir le label ISR, on s'est classifié article 8, l'objectif c'est de créer de la valeur en plus des loyers. Quand on parle de SCPI, il y a la partie loyer et la partie constitution de portefeuille et revalorisation maintenant qui est demandée de manière semestrielle dans l'intérêt de l'investisseur. Et donc pour ça, ça va impliquer un cahier des charges assez rigoureux que je pourrais vous détailler. Et on a un regard neuf, si vous voulez, sur notre métier, puisqu'on va voir un biais technologique extrêmement puissant, que ce soit sur la partie investissement, asset management, mais aussi dans l'ambition en fait, des outils qu'on va vous mettre à disposition pour pouvoir parler, en fait, pour que vous puissiez parler à vos clients en toute transparence, avec fluidité, avec toutes les informations nécessaires, en tout cas à nos solutions. Darwin, et également évidemment sur la partie acquisition. Donc c'est vraiment pas réinventer la roue, mais plutôt mettre les curseurs au plus haut niveau en faisant peut-être les choses doucement, mais sûrement, et avec une vision extrêmement long terme de nos marchés immobiliers. Donc c'est pour ça qu'on a lancé donc un premier produit qu'on a voulu extrêmement accessible. Chez Darwin, il y aura une solution, une cible. D'accord, je pense qu'on prend le passé en ligne de compte. On ne met pas toutes les cibles investisseurs dans le même panier. Enfin, on trouve qu'en tout cas, ce n'est pas une bonne idée. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment adresser un produit extrêmement simplifié et aussi extrêmement diversifié. D'accord, parce que monsieur et madame Michu, quand ils veulent obtenir des loyers pour un complément de retraite ou de la transmission, quand on parle d'holding, il va falloir qu'on soit en capacité, si vous voulez, de maîtriser dans un premier temps les flux, mais aussi les risques. Donc, on est parti sur une SCPI de rendement qui est extrêmement diversifiée, que j'aime bien appeler multisectorielle. L'objectif, c'est que ce soit plutôt équipondéré les uns aux autres,
le bureau éventuellement sous-pondéré compte tenu du marché du bureau qui a été sacrément chahuté, mais d'avoir une vision très claire sur et les locataires, faible mobilité, des acteurs plutôt publics, parapublics, avec des secteurs diversifiés comme le commerce, la logistique, qui est vraiment un secteur d'avenir, même s'il a déjà délivré beaucoup de performances, et des secteurs comme l'hospitality. Alors, qu'est-ce que je mets dedans? Ça va être de la santé, petite enfance, des crèches, des écoles, mais ça va être également de l'hôtellerie. En fait, tous les secteurs qui vont pouvoir apporter aussi de la valeur sur ces prochaines années. Alors, tu le disais, notre métier, c'est d'anticiper, Marc. Je pense qu'on a beau anticiper au maximum, on sait que les marchés immobiliers, il y en a plusieurs et que c'est cyclique, en fait. Donc, prendre une position comme le font les SCPI thématiques, c'est très bien. Je pense que c'est du risque, mais qui peut être éventuellement maîtrisé, mais qui peut générer effectivement beaucoup de valeur. Dans notre sens, l'idée, c'était de dire, on va monter un véhicule pas très gros parce qu'on a pour ambition de l'amener à 300 millions d'euros. C'est pour ça qu'il s'appelle RE de Real Estate 01, premier véhicule. Notre objectif, c'est que le premier associé qui nous fait confiance aujourd'hui, il est, si vous voulez, une assurance qu'on va mettre tous les moyens nécessaires et possibles pour assurer la promesse client, qui est d'avoir du rendement sur les 10, 15, voire 20 prochaines années, en ayant une vision très claire des secteurs et des zones géographiques qu'on adresse. Alors, j'ai parlé des secteurs. Sur les zones géographiques, c'est aussi important de se diversifier. D'accord ? Donc, en France, c'est une certitude, on est une société de gestion immobilière française, c'est important de participer à l'économie immobilière française, mais on va vouloir aussi aller hors France, en zone euro, une zone euro qui sera quand même maîtrisée pour la diversification, pour prendre les aspects, on va dire, fiscaux en ligne de compte aussi pour l'investisseur et pour surtout diluer les marchés, diluer le risque dans le temps. On va l'adresser Espagne, Allemagne, Portugal, qui est un pays très peu sollicité, et aussi le nord de l'Italie. On fait par choix déjà de ne pas aller aux Pays-Bas et en Irlande pour des raisons de conviction et de micro-marché. Donc voilà l'ambition multisectorielle pan-européenne. Alors, je disais, on est tout récent, on a 2 mois d'activité, donc 2 mois de commercialisation, on va dire en offre sponsor, plutôt en grand public. On a, sur le mois de décembre, collecté 5 millions d'euros. On a pu acheter 2 actifs immobiliers, évidemment, parce qu'on a anticipé notre portefeuille, sinon ça aurait été beaucoup trop court. Donc là, on est sur 2 actifs français, on en a 2 autres qui arrivent. Globalement, sur les 4 actifs, on est sur 7 millions d'opportunités, en tout cas à l'acquisition, des taux actes en main au-dessus de 7,5. Donc c'est vrai que on est dans un bon marché à l'acquisition, il ne faut pas se leurrer. Par contre, il faut avoir une vision long terme des investissements. Et sur ces 4 actifs français, on a des baux embarqués de plus de 7 ans. Ce qui nous laisse quand même voir venir. Donc, vous avez un Suez Eau, vous avez un Promo Cash, demain, vous aurez un Decathlon, un Vinci Énergie, donc 4 fleurons de l'économie française. Et rassurez-vous, comme à fin 2025, on voudra avoir une répartition qui sera quand même plus importante en dehors de France. On va aller dès février sur des acquisitions, on en a à peu près pour 20 millions d'euros d'acquisitions en Europe en cours d'exclusivité et de promesses. Maintenant, on a besoin aussi de vous, des investisseurs, pour aller acter finalement, exécuter la promesse, en tout cas en termes de portefeuille. Côté client, alors désolé, je ne vais pas dire qu'on va faire du 12%. Je sais que c'est entre 10 et 12 là en ce moment. C'est un petit peu la course au rendement. Je ne critique pas, néanmoins, j'aimerais qu'on ait tous la même vision de se dire qu'on n'est pas là pour faire un coup de 3 ans ou 5 ans et qu'on est plus là pour travailler pour vos clients, pour nos clients, entre 10, 15, 20 ans. En tout cas, en tant que chef d'entreprise, nous, c'est notre vision. Donc, on affiche un dividende qu'on a versé là au mois de janvier au titre du mois de décembre 2024, mais on ne peut décemment pas faire x12, d'accord ? On est tout neuf, on est tout récent, on a encore beaucoup de choses à prouver. Heureusement, il y a quand même une centaine de cabinets déjà qui nous font confiance, qui sont conventionnés sur notre outil full digital et qui nous permettent maintenant d'exécuter le portefeuille parce que pas de dette actuellement.
Donc, il n'y a que la collecte et c'est la synergie de la collecte avec les opportunités immobilières qui vont permettre de servir la promesse client que l'on voudra à 7,5 net des frais de gestion, évidemment, en 2025. Mais si je pousse le sujet plus loin, sur 10 ans, notre objectif, c'est d'être entre 6,5 et 7% de taux de distribution net des frais de gestion, brut de fiscalité, et que ce soit le plus intéressant possible, avec le moins de volatilité possible, parce que vraiment, c'est ce qu'on attend d'une SCPI, hein. Et avec cette partie européenne, on devrait arriver entre 4 et 5% net de tout pour un client, par exemple, sur une TMI à 30. Voilà. Bon, parfait. Merci beaucoup, Vanessa. On va revenir sur cette thématique des rendements affichés. Là, c'est une de nos questions dans notre échange juste après. Jérôme, je vous laisse faire le même exercice. Et puis après, on ouvre la phase un peu on commence à ouvrir le capot pour regarder ce qui se passe sur le marché. Ah, Jérôme, à vous la parole. Je propose de dérouler les slides. Donc, Ouais. la suivante, peut-être. Donc, en fait, je vais démarrer par présenter le groupe Patrimonia, puisque nous, on fait partie d'un groupe qui a 30 ans d'expérience, qui a été fondé par mon frère, normalien, agrégé de lettres classiques, qui est rentré, qui a fait du droit ensuite, du droit des affaires au cabinet Gide, qui a créé son propre cabinet, et puis qui a 30 ans a découvert le monde de l'immobilier, un peu par hasard, et qui a plutôt bien réussi dans ce domaine-là, puisqu'il a monté une foncière d'immobilier qui aujourd'hui pèse un peu plus de 800 millions d'euros d'actifs et qu'il détient en propre. Moi, je l'ai rejoint en fait il y a une dizaine d'années pour effectivement développer la partie private equity immobilier et club deal hôtelier. Enfin, on va parler de ça rapidement. Donc, après une autre carrière. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a un groupe qui a un peu plus d'1 milliard d'euros sous gestion, exclusivement sur le territoire français. Hein. Donc, nous, on a eu quelques expériences à l'étranger dans le passé, mais aujourd'hui, on est focalisé exclusivement sur le territoire français, avec un historique et à la création effectivement de la foncière, une très forte connaissance et un focus sur les périphéries de nos villes françaises. Hein. Donc, on connaît bien l'ensemble du territoire français, toutes les périphéries du territoire français, sur le commerce et sur les locaux d'activité. Donc, ça, c'est vraiment le cœur historique du groupe et le cœur de notre savoir-faire. Alors, on a créé donc la société de gestion. Donc, je l'ai créée parce qu'au début, on gérait pour compte de tiers et on avait des sociétés de gestion en marque blanche qui nous accompagnaient. Et puis, en 2018, on a pris la décision de créer notre propre société de gestion. Et donc, on a eu l'agrément AMF début 2019 pour effectivement la gestion de fonds au PCI professionnels à l'époque. Et depuis l'année dernière, pour effectivement le grand public et les clubs deal hôteliers. Alors, en 2019, c'est là qu'un tournant a été pris dans le groupe, puisque la question, après la création de la société de gestion, Patrimonia Capital, la question était de savoir qu'est-ce qu'on allait lancer comme nouveau produit, effectivement, à partir de ce véhicule. Et on voulait lancer, effectivement, une SCPI, locaux d'activité, commerce de périphérie, qui est effectivement le cœur historique du groupe. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2019, c'est pour ça qu'il faut se méfier un petit peu des visions des marchés et des engouements parfois un petit peu soudain et rapide, mais on était en plein retail bashing à l'époque, en 2019. Donc, quand on parlait de ce produit-là, les gens nous regardaient, ils disaient non, il n'y a aucune chance que vous réussissiez à développer effectivement un produit basé sur la périphérie, c'est pas bien vu. Les gens voyaient les gros bureaux comme étant une belle perspective, ils voyaient les centres commerciaux comme étant plus luxueux, avec des niveaux de loyer plus élevés comme étant l'avenir. Nous, on croyait effectivement à ces locaux, qui sont des locaux à des niveaux de loyer très raisonnables, dans des périphéries qui deviennent progressivement la proximité, puisque l'étalement urbain fait qu'effectivement, on gagne aussi en valeur foncière sur ces locaux. Alors après, il faut bien choisir les sites, parce qu'on a effectivement des sites qui se développent, mais qui sont quand même très limités, parce qu'effectivement, le développement urbain et les collectivités mettent parfois des freins au développement de ce type de zones. Donc, on peut avoir des zones qui, effectivement, progressivement gagnent en valeur. Il y a des freins, effectivement, à l'entrée pour de nouveaux acteurs sur ces zones-là. Et donc, nous, on croyait, on a toujours cru à cette classe d'actifs qui était pas du tout bien considérée à l'époque. Donc, c'était trop tôt pour lancer ce produit. On a laissé passer le Covid. D'ailleurs, le Covid a démontré plutôt la résilience de cette classe d'actifs, puisqu'on a même baissé nos taux
nos taux d'occupation de 3-4% à l'époque, enfin de vacances, je dirais, entre 1 et 2%. Donc, on a vu qu'effectivement, c'était une classe d'actifs très résiliente. Et donc, on a repris le dossier en 2022. Et il a mis 2 ans à sortir parce qu'on voulait absolument, pour le lancement de cette SCPI, partir avec un portefeuille d'actifs déjà existant. On ne voulait pas partir de zéro. On voulait effectivement tirer parti de l'expérience du groupe et de la force du groupe et avoir déjà un portefeuille d'actifs donc qui s'élève à 16,6 millions d'euros au moment de la création de la SCPI en juillet dernier, qui aujourd'hui a été revalorisé à 17,2 millions. Donc, on est parti sur ce portefeuille. On l'a transmis dans de très, très belles conditions à la SCPI en lui laissant le délai de jouissance de 5 mois, alors qu'effectivement, les loyers ont été perçus dès le premier jour. Et sur une base d'ailleurs d'expertise qui avait été bien encadrée, évidemment, sur un process AMF très encadré pour éviter tout effet d'aubaine et tout conflit d'intérêts, et qui fait qu'on a pu, notre expert immobilier a revalorisé l'actif. On a eu plus 3,5% effectivement au 31 décembre par rapport à la valeur d'apport au mois de juillet dernier. Voilà, donc on a doté effectivement notre SCPI d'un portefeuille d'actifs, d'un report à nouveau immédiat et d'une capacité de revalorisation de sa valeur dès le départ. Donc voilà, on pense qu'on est bien parti. On a mis un peu de temps parce qu'effectivement, c'est un processus un peu long, mais on tenait absolument à ce que le démarrage se fasse dans de bonnes conditions pour la SCPI. Pour de passer à la dernière slide, pour expliquer effectivement pourquoi on pense que notre SCPI est intéressante. Un, parce qu'on est sur une classe d'actifs, la périphérie des villes françaises, qui est résiliente, elle l'a démontré. On est sur des niveaux de loyer bas, on est sur des actifs qui sont bien maîtrisés par la société de gestion. Donc ça, pour moi, c'est les 2 critères fondamentaux. Si on veut effectivement garantir un objectif de rendement fort à long terme, supérieur à 6%, selon effectivement les conditions de marché, on sera entre 6 et 7, on sera plus à court terme, mais globalement, on sera entre 6 et 7 sur le long terme, et c'est ça qu'on doit effectivement privilégier. On est sur un investissement de long terme, on est bien d'accord, hein, et nous, on s'inscrit sur cette logique-là. On a fait cet apport d'actifs qui permet effectivement d'assurer des loyers immédiats, un report à nouveau immédiat. Malheureusement, on reparlera de cette course à l'échalote actuelle au rendement qui nous déplaît, mais on est bien obligé de faire avec, on n'a pas le choix. Nous, on aurait préféré rester sur un discours, on est entre 6 et 7, et puis gardons nos capacités. Mais bon, écoutez, il y a une demande du marché, donc on donnera effectivement un rendement fort sur les 2 premières années, déjà sur 2024 et 2025. On va annoncer ça la semaine prochaine à l'occasion de notre communiqué de presse annuel. Et puis, on parlera de la politique ESG un peu plus tard. Effectivement, on a pris l'option de ne pas être labellisé, mais par contre, on a un suivi de ces sujets-là et une gestion de ces sujets-là très, très attentive parce qu'on est très convaincus que c'est important pour la création de valeur de notre portefeuille. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, je voulais dire aussi, oui. On a parmi l'audience 2 personnes, Vincent Collin et Clément Cossy, qui sont vos interlocuteurs CGP. Pour nous, les CGP sont très importants. 6 membres parmi les 7 de notre conseil de surveillance sont des CGP. Et donc, pour nous, le CGP est au cœur de notre stratégie de distribution. Hein, c'est très, très clair. Ok, très important à préciser, effectivement. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, on va passer à notre petit échange avec quelques chiffres de marché, mais on ne peut pas quand même passer un mois de janvier sans se poser la question de qu'est-ce qui va se passer. Alors, évidemment, personne n'a de réponse, on le sait tous, mais quand même, on essaye de se poser des questions et c'est pour ça qu'on est là. On va donc vous faire notre deuxième petit sondage de la session. Donc, toujours pareil, rond, triangle, carré en bas de page pour voter. Le marché de l'immobilier est très chahuté et traverse une crise historique depuis 2023. Quelles sont vos convictions pour 2025 ? Le pire est derrière nous pour les lunettes roses. Le pire est encore à venir pour les grands dépressifs qui peuvent être aussi présents dans la salle et on va essayer d'apporter des éléments où 2025 sera une année de transition. Je vous laisse voter, donc je répète pour voter, triangle rond carré en bas à droite sondage et vous votez. On a un carton plein sur l'année de transition, donc c'est bien. On va avoir de quoi analyser et construire. Alors, l'idée c'était aussi de vous apporter. Je laisse encore voter, mais globalement, je pense que tout le monde, on est 2025 année de transition. Bon, alors on est bien dans le cadre.
Donc, dans cette année de transition, nous, on a essayé d'apporter des éclairages sur qu'est-ce qui pouvait potentiellement se passer. Alors, il y a beaucoup de graphiques, mais les aides chez Deep Invest, il y a toujours des graphiques chez nous. L'idée, c'était de partir sur des faits pour essayer de mettre de côté un peu le côté ressenti et de voir sur quoi on peut construire. Alors, premier élément, on a la BCE qui baisse ses taux. On devrait peut-être avoir encore du 0,25 aujourd'hui. C'est un élément extrêmement structurant sur le marché de l'immobilier. On a eu une remontée historique des taux sur l'année 2023 qui a fait très mal au marché à tous les niveaux. Et depuis, on va dire depuis septembre 2023, il y a une tendance à la baisse sur ces éléments-là. Alors, cette tendance à la baisse, vous savez que par exemple sur le marché français, puisqu'on a quand même deux acteurs qui sont assez présents sur le marché français, on a eu une baisse assez rapide des taux. Et puis finalement, avec un environnement international et national assez compliqué, des itérations et des évolutions sur l'OAT 10 ans. Alors pourquoi l'OAT 10 ans il est important à regarder? Eh bien parce que c'est lui qui va conditionner les taux d'emprunt sur la partie immobilière. Donc c'est celui qu'on regarde parce que c'est celui qui conditionne ça. Et on est quand même arrivé dans une situation de marché un petit peu paradoxale puisque la Banque centrale européenne a baissé, on est passé de 4,50 en septembre 2023 à 3,15 et probablement en dessous de 3 aujourd'hui. Donc en un peu plus d'une année, on va avoir un taux qui va avoir perdu plus d'1,5 point. Donc ce qui est quand même un mouvement extrêmement fort. Et pour autant, l'OAT, il fait que si on prend la photo octobre 2023, janvier 2025, eh bien finalement on est quasiment dans les mêmes eaux de prix, signifiant quand même que à la fois la tendance nationale, on va dire politique, un peu, on va dire marécageuse, enfin brouillonne, on va le dire comme ça, et puis la tendance, on a l'arrivée de Trump qui a donné un coup de booster absolument invraisemblable au taux parce que finalement les gens ne savent pas ce qui risque de se passer, et donc on est dans cette incertitude. Alors au bout du compte, l'objectif, c'est d'essayer de voir un peu plus clair. Donc il y a en gros 3 possibilités sur un marché des taux d'intérêt. A, ça monte. B, c'est flat. Et C, ça baisse. Alors, c'est très caricatural, mais l'un et l'autre, vous vous positionnez comment par rapport à ce marché et comment ça impacte votre business? L'un ou l'autre, Vanessa, peut-être, si tu veux commencer, ou Jérôme, Comme au c'est choix. toujours moi qui commence, je Allez, laisse la Jérôme. parole parce que je suis Allez, un à peu moi. Bon, Alors, écoutez, pour être franc, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je pense que je ne suis pas d'ailleurs mieux qualifié que les participants, effectivement, à cette conférence. Donc, je n'ai pas d'avis intelligent à donner là-dessus, franchement. Moi, je me souviens de courbes faites par des économies sur 4 siècles qui montraient que les taux d'intérêt étaient descendus très bas et ne remonteraient plus jamais. Donc, je ne sais pas quoi dire là-dessus. Je pense qu'il est important, c'est nous, on est assez convaincus que notre classe d'actifs est résiliente. Donc, effectivement, quel que soit le niveau des taux d'intérêt, on est sur des loyers bas, on est sur des besoins fondamentaux des consommateurs, des entreprises. On pense que ça va pas affecter de manière opérationnelle et importante nos actifs. Évidemment, les conditions d'achat seront différentes selon effectivement les marchés. Évidemment, on fera pas de levier à l'acquisition, levier financier, puisque les taux d'intérêt sont trop élevés. S'ils sont plus bas, on commencera à en refaire. Voilà, on va s'adapter, mais je pense que ça ne va pas avoir grande incidence sur effectivement, en tout cas sur notre objectif long terme sur la classe d'actifs, non. À court terme, oui, ça aura éventuellement quelques incidences sur les valeurs d'achat. Mais bon, voilà, ça n'est pas de nature sur cette classe d'actifs qui nous concerne à avoir un impact important. Vanessa, de ton côté? Oui, oui, si je peux rebondir, je suis plutôt d'accord. En plus, globalement, nous, on n'a pas d'effet de levier non plus. Donc, c'est vrai que momentanément, on n'est pas, on va dire, très anxieux face à cette situation, surtout qu'on n'a pas de stock, qu'on aurait acheté à des prix élevés. Enfin, c'est vrai qu'on n'est pas tous dans les mêmes situations, j'ai envie de dire. Maintenant, si on regarde un peu la macro, bon, les projections du marché, globalement, ils anticipent quand même une réduction, hein, d'accord, une diminution supplémentaire de celle qui avait déjà été faite en 2024.
Donc, à court terme, on peut envisager qu'il soit peut-être un peu plus intéressant d'acheter avec de l'effet de levier. Je pense que surtout, c'est au niveau des gérants, qu'ils soient positionnés ou pas avec de l'effet de levier, ça va être leur manière de gérer leur parc. Parce que finalement, on sait très bien qu'il y a quelques années, mécaniquement, le portefeuille prenait de la valeur, d'accord, grâce justement à la baisse des taux d'intérêt. Il ne faudrait pas que ça soit le seul levier, si vous voulez, pour faire du rendement demain quand on fait de l'immobilier. Et à la fois, est-ce que se priver aussi de cette situation en sachant qu'elle est loin d'être dramatique, d'accord? Si on regarde vraiment sur de nombreuses années, est-ce qu'on ne se priverait pas non plus momentanément de saisir des opportunités sans effet de levier? Donc, je pense que voilà, il faut vraiment maîtriser ce sujet-là. Il faut avoir d'autres leviers de création de valeur, en tout cas, que simplement le levier des taux. Maintenant, c'est vrai, Jérôme, comme moi, du coup, on est très peu impacté à ce moment-là. Et si on se projette sur l'année 2025, si jamais nous, on décide d'en faire, on a maîtrisé cette enveloppe-là déjà dans nos ambitions, notre cahier des charges, et on ne dépassera jamais les 25% de la taille globale du fonds. Cash is king, quoi. Hein. Peut-être un complément, c'est que dans deux situations, finalement, les deux situations nous sont favorables d'une certaine manière, où on peut voir des points positifs. Si les taux d'intérêt sont élevés, finalement, les SCPI sont plutôt en situation favorable pour acheter sur le marché, parce que effectivement, les autres acteurs ont besoin d'avoir éventuellement une condition suspensive d'obtention d'un prêt, ce qui n'est pas notre cas. Donc, nous, effectivement, on est en position favorable pour faire des offres sans condition suspensive d'obtention de prêt. Et si effectivement les taux sont bas, on en profite en prenant du levier financier. Donc, je crois que voilà, la situation est plutôt n'est pas un problème pour les CPI. Ok, super. Bon, alors deuxième slide, la collecte. On a mis les collectes et les décollectes pour un certain nombre d'acteurs. On a quand même un marché qui s'est très fortement retourné sur l'année 2024 avec on avait un certain nombre de SCPI qui collectaient pour certaines plus de 100 millions par trimestre. Cette phase-là est passée, ou du moins pour l'essentiel. Vous, dans ce contexte-là, avec un marché, quand un marché globalement collecte moins, ça veut dire que tous les acteurs en pâtissent quand même plus ou moins chacun à leur niveau. Vous, comment vous vous positionnez par rapport à cette dynamique qui est… Alors, on était sur des dynamiques qui étaient particulièrement fortes sur les années 2019, 2020 et 2021. Maintenant, c'est un peu moins fort. Vous le pressentez, vous le ressentez et vous le voyez comment ? Je dirais que c'est quand même un marché, l'épargne qui est drivée et fléchée vers les SCPI, ça reste quand même un marché important. On parle quand même de 3 milliards normalement d'ici, il faudra voir les derniers chiffres, mais entre 3,1 et 3,4 milliards, ça reste quand même une classe d'actifs extrêmement sollicitée. Moi, ce que je relève principalement, c'est, malheureusement, la collecte, elle est souvent fléchée au même endroit. Quand vous voyez que toute la collecte, elle est drivée sur 6 acteurs, d'accord, et c'est quasiment 75% de la collecte qui va au sein des mêmes acteurs, même si parfois il y a plusieurs produits différents, on sait très bien que les gestions, si c'est le même gérant, souvent c'est un peu la même stratégie derrière. Mon sujet, il est, le marché, il n'a pas de mémoire. Parce que quand c'est tendance, on a tendance à y aller parfois sans se poser de questions. Et même s'il y a de la diversification, pour moi, c'est un sujet qui est cette monopolisation, si vous voulez, de la collecte au même endroit. Et je ne parle pas forcément pour Darwin, je parle surtout pour les investisseurs. Parce que nous, on n'aura pas pour objectif de coller des milliards, en fait, très rapidement. L'objectif, c'est d'y aller doucement, sûrement, mais surtout d'assurer cette synergie entre la collecte et les opportunités des actifs immobiliers. Parce qu'on a oublié quand même qu'on fait des actifs tangibles. C'est-à-dire que parfois, c'est le moment d'acheter, parfois, ça l'est moins sur différents secteurs, différentes zones géographiques. Si on commençait à collecter 50, 100 millions d'euros par trimestre, comment font les gérants actuellement pour exécuter 100 millions d'euros d'actifs immobiliers alors que les transactions, elles ont drastiquement baissé? Moi, il est là mon sujet, ce respect du cahier des charges versus la collecte, parce que
les SCPI récentes, certes, on arrive, on n'a pas de stock, on a peut-être une ambition, on va dire en termes de valeur, un ADN à mettre en avant. On n'a aussi pas de track, hein, donc c'est quand même assez anxiogène pour nous d'aller chercher la collecte. Mais à choisir, je préfère me retrouver dans cette situation-là où chaque euro est difficile à aller chercher, mais il est bien investi, que de commencer à collecter des wagons. Et je disais justement, cette maîtrise des flux est extrêmement importante. Et j'espère que les nouvelles SCPI qui se lancent, qu'on a en tout cas tous cet ADN commun pour respecter le cahier des charges et surtout assurer la promesse client le plus longtemps possible. Et aussi éviter de se retrouver dans la situation des anciennes qui ont été obligées d'acheter, on va dire, pour tenir les engagements, quoi. Oui, et à la fois, j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est un problème de riche, hein. Nous, on n'est pas, enfin, en tout cas, Darwin n'est pas en position de parler comme ça. Maintenant, on a déjà cette vision long terme, et c'est pour ça que le fonds sera maîtrisé en termes de taille, en termes de cible, et que notre cahier des charges, aujourd'hui, il est inflexible, d'accord? Il est inflexible parce que ce qui est important, c'est la promesse client, la valeur qu'on va pouvoir créer, et pour ça, il faut être en capacité de le faire, que ce soit humainement, avec les équipes, les ressources qu'on arrivera à aller chercher, et avec les marchés immobiliers, justement, le contexte et les contextes qu'on sera amené à vivre pendant certainement 20-25 ans, parce que la SCPI, c'est quand même un véhicule qui va durer assez longtemps, qui devra rémunérer l'investisseur assez longtemps. Donc, au-delà d'une stratégie, je pense qu'il faut, stratégie d'investissement, hein, j'entends, il faut avoir une structuration raisonnée par rapport à tout ce qu'on a vécu actuellement. Et typiquement, nous, en AG, notre AG exceptionnelle, elle sera en mars, on va voter aussi un fonds de remboursement. En fait, il va falloir qu'on montre, nous, alors à la fois c'est anxiogène, hein, parce que nous, on se lance, et puis il y en a d'autres qui ont fait leur chou gras, mais je pense que c'est le jeu, et le débat, il n'est pas entre les anciennes et les nouvelles maisons de gestion ou nouvelles SCPI. Je pense qu'on arrive tous les deux à des moments différents de l'histoire, et à nous, jeunes SCPI, en tout cas, de faire ce qu'il faut, d'accord, pour rassurer nos réseaux, donc je parle évidemment des conseillers en gestion de patrimoine, et aussi être facilitateur au niveau de nos investisseurs, parce que c'est ça finalement qui montrera notre différence dans ce momentum précis de marché. Jérôme, de votre côté? Écoutez, moi, je veux dire, depuis quelques années, j'ai découvert ce marché des SCPI, et je trouve qu'il y a quand même des comportements moutonniers un petit peu dangereux. Donc en 2019, très clairement, nous, on a analysé, quand on s'est posé la question de la diversification de nos investissements et qu'on a choisi la classe d'actifs de l'hôtellerie pour effectivement créer de nouveaux investissements, des clubs deals, d'ailleurs murs et fonds de commerce sur les hôtels en 2019, on a exclu, et qu'on n'avait pas pu faire le commerce et les locaux de périphérie à cause de ce bashing existant à l'époque, on a exclu les bureaux. Enfin, on a regardé la situation des bureaux. Les bureaux, c'était évident qu'on arrivait vers une bulle. Il y avait un nombre de projets de promotion sur les bureaux qui était colossal, que l'économie française ne pouvait pas absorber. Donc, c'était sûr qu'on allait aller à une bulle. Et Covid ou pas Covid, c'était évident. Moi, j'aime bien la manière de penser de gens comme Warren Buffett qui disent attention, il vaut mieux être parfois à contre-courant, éviter les bulles. Moi, je vous encourage à réfléchir à tout cet engouement européen aujourd'hui. C'est très sympathique, mais il faut maîtriser les achats dans des pays, des marchés qu'on ne connaît pas. Donc nous, on reparlera ça tout à l'heure, je pense. On est effectivement en France sur une classe d'actifs qu'on pense résiliente et maîtrisée. Et voilà, je pense que les grosses SCPI, effectivement, traditionnelles, payent aujourd'hui leur erreur de 2019-2020, de ces années-là. Attention à ne pas répliquer ces erreurs-là sur les nouvelles. Donc, voilà, moi, j'encourage à regarder le ciblage, classe d'actifs et la maison qui fait ce travail. Voilà. C'est vrai que nous, ça fait depuis l'origine, on dit à tout le monde de diversifier ses investissements et de diversifier donc ses vecteurs immobiliers, parce que effectivement, un gérant peut avoir un positionnement. On va rapidement passer sur celui-ci parce que l'idée c'était de dire ça y est, on est reparti dans la course au TD, mais vous l'avez tous les deux évoqué dans vos présentations. On n'arrête pas de dire que alors c'est pas un mauvais indicateur, évidemment c'est un indicateur, mais c'est un indicateur tellement en retard et un indicateur assez pauvre sur la qualité du fonds. Comme vous en avez tous les deux évoqué, là, moi je vois maintenant, nous on voit des tableaux affichés là, 11,17%, on se dit bon, allez, ça y est, on est reparti comme avant. Donc
On va le passer rapidement celui-ci. On va juste dire que le TD, c'est important de l'avoir évidemment, mais c'est très très loin d'être un indicateur qui va permettre de comprendre comment fonctionne un fonds immobilier. Vous l'avez évoqué tous les deux l'idée. On va juste s'attarder sur alors les délais de cession, la liquidité. Comme Jérôme vous en avez parlé, je vais parler de celui-ci. C'est la concentration des investissements dans les pays autres que la France. Et on a fait ça de manière historique. Et l'idée, c'était de montrer en fait que en 2016, on était à peine à 500 millions d'investissements sur l'année, et on a maintenant dépassé en 2023, on va avoir dépassé le milliard et demi d'investissements au niveau européen. Donc, la bascule européenne des SCPI s'est faite, avec évidemment des grands pays qui attirent les investissements de manière historique, évidemment l'Allemagne, parce qu'évidemment c'est un pays avec une très grosse économie, mais avec aussi d'autres. Alors on a vu un petit peu de Canada là en ligne, c'est même plus européen, c'est carrément mondial. Et puis on a des pays aussi qui sont très bien représentés, comme par exemple l'Espagne. Ça, c'est intéressant de vous entendre sur ce volet-là, vos démarches et vos convictions en la matière. Jérôme, vous avez un petit peu évoqué le sujet juste avant. Est-ce que vous voulez un peu prendre la main sur cette partie-là pour nous détailler? Oui, non, nous, effectivement, on a pris le parti de ne pas diversifier en Europe aujourd'hui. Hein. On reste effectivement sur le territoire français, sur nos périphéries de villes françaises qu'on connaît bien. L'Europe, on le fera peut-être un jour, mais si on le fait, il faudra qu'on le fasse de manière très progressive. On est plutôt, vous voyez, quand même, on a un peu l'essence d'un groupe familial où on va y aller progressivement, tranquillement, en maîtrisant. Hein, voilà. Donc, effectivement, moi, ça m'effraie plutôt de voir tous ces produits, et je vois parfois des produits, effectivement, dans certains pays que je ne suis pas sûr de comprendre et de maîtriser, hein, parfois avec des taux qui parfois dépassent les 9,5%. Bon, c'est très bien, il faut maîtriser, voilà, c'est tout. Donc, je dirais, je n'ai pas de vision définitive de cette question. Alors, les États-Unis, c'est autre chose, puisque là, on prend un risque supplémentaire ou un risque ou une opportunité, hein, le dollar, hein, donc c'est pourquoi pas. Je dirais, le problème de l'immobilier, quand même, il ne faut pas oublier, c'est que c'est quand même très local. Les règles juridiques, les protections du propriétaire versus les locataires, etc., sont très différentes d'un pays à l'autre. Il faut connaître le local, hein, et donc moi je ne sais pas faire ça depuis Paris, donc il faudra, ou depuis la France, hein, il faut avoir des équipes sur place qui maîtrisent, hein, et donc voilà, je pense qu'il faut se préoccuper de ça. Oui, mais rien qu'au niveau déjà européen, c'est certainement faisable et dans de bonnes conditions et de manière maîtrisée. Voilà, il y en a qui sauront le faire et d'autres pas, hein. Je pense que c'est ça que l'histoire va nous montrer, hein. Rien qu'au niveau européen, c'est vrai qu'il y a déjà une grande hétérogénéité dans les législations entre les pays européens, hein, qui sont même dans la même zone économique, on va dire. Hein. Donc, mais bien sûr, mais même ne serait-ce qu'en France, il y a des régions où on ira et d'autres où on ira moins, hein. Donc, Vanessa, sur ce volet-là. Pardon? Ouais, Vanessa, sur ce volet-là. Je suis d'accord avec Jérôme. Je pense qu'il faut avoir une bonne connaissance des destinations qu'on va adresser. Encore une fois, on est des gérants, on n'est pas des devins. D'accord. Donc, il y a certainement des zones géographiques et des secteurs auxquels on peut éventuellement anticiper les effets de marché. Il y en a d'autres où on ne pourra pas. Parfois, c'est assez soudain. Parfois, c'est très prévisible. Je pense que tout ne se vaut pas. Par contre, c'est important d'avoir pour l'investisseur, encore une fois, un produit qui essaie en tout cas de se tenir par la dilution de tous les risques à l'intérieur. Donc, à partir du moment où on est encore centré sur une thématique, soit un secteur, soit une zone géographique, pour moi, le risque, il peut payer, hein, c'est pas tellement le sujet. Il peut être, en tout cas, il peut y avoir des revers, d'accord, à ces sujets-là. Donc, bon, nous, pour le coup, la question ne se pose pas, parce que si on s'est positionné en Europe, c'est qu'évidemment, on a le savoir-faire en interne. C'est évidemment un produit de diversification que d'aller sélectionner des pays voisins à la France comme l'Allemagne, voilà, ou l'Espagne comme on est en train de le faire, de tirer vraiment parti de cette proximité géographique et des aspects fiscaux qui vont avec les directives européennes. Mais voilà, il a raison, Jérôme, il faut rester quand même prudent.
sur les actifs à haut risque, dans des marchés potentiellement instables, dans des régions politiques certainement instables. C'est pour ça que pour moi, l'international, en tout cas, pour nous, ce n'était pas envisageable actuellement, ne serait-ce que pour les risques de change ou de fiscalité qui pourraient éroder les rendements à moyen long terme. Donc oui, si on va en Europe, il faut bien poser la question aux gérants, voilà, quelle est leur vision, leur conviction, leur capacité, on va dire, d'adaptation. Mais il faut évidemment collaborer avec des partenaires locaux pour les acquisitions en région, mais aussi en Europe. Prioriser des bonbons, des locataires solides. On a des outils en tant que gérant pour vérifier. Donc, il y a notamment Credit Safe pour vérifier la solidité des locataires au-delà de la région du monde dans laquelle on s'est positionné. Mais voilà, c'est important de lisser le risque malgré tout, de ne pas se dire que, surtout en toute transparence, j'ai échangé avec Fong il n'y a pas longtemps, il m'a dit qu'en France, on faisait de meilleures opportunités. C'est-à-dire qu'on a plus de capacité d'acheter des actifs avec des taux acte en main qui dépassent les 7% en France plutôt qu'en Europe actuellement. Donc vraiment, pour Darwin et ce premier véhicule-là, l'ambition, c'est de se diversifier, mais sur des secteurs connus par nous et d'avoir cette capacité, par exemple, à 5 ans, de céder aussi tout ou partie de notre portefeuille. Parce que la gestion et les marchés, ils sont à un instant T, là, il est en train de se passer quelque chose, on va pouvoir bénéficier d'opportunités, mais il va falloir avoir une vision sur 10, 20 ans. Donc, l'idée, c'est d'être assez flexible aussi pour se dire, tiens, dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être qu'il y a cette région du monde dans laquelle je n'irai pas, ou j'irai au contraire me positionner. Et pareil pour les secteurs immobiliers. En fait, notre monde n'est pas gravé dans le marbre. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'être assez agile pour matcher, si vous voulez, avec les contextes, les différents contextes qu'on pourrait vivre, que ce soit européen ou en France. Alors, dans le cadre de cette agilité et de ce long terme, parce que c'est quand même des investissements de long terme, on le dit toujours très régulièrement, il y a la dimension durabilité qui est à adresser, alors avec des approches différentes. Alors bon, tout ça, c'est des chiffres qui viennent de nos baromètres, mais c'était pour placer les idées. Les fonds labellisés ISR IMO, maintenant, on est presque arrivé à 70 fonds, sachant que nous, comme on suit toutes les SCPI, vous avez ici pas mal de SCPI fiscales qui ne sont pas labellisées, mais ça veut dire que globalement, les 70, c'est quasiment pour l'essentiel des SCPI de rendement. Comme on a une centaine de SCPI de rendement, un petit peu plus maintenant, en gros, vous avez pratiquement 70% du marché qui est labellisé ISR IMO. Ça, c'est la première donnée. Deuxième donnée, vous savez qu'au niveau européen, on a une législation, on va la dire touffue, qui met en avant et qui demande au fond de s'accrocher à une étiquette, 6 indépendants. Alors, l'article 6 au niveau de la SFDR, c'est je ne suis peu concerné par l'immobilier. L'article 8, j'essaie de faire le maximum, mais ce n'est pas mais je ne vais pas me priver d'acheter éventuellement du patrimoine qui pourrait passer à côté ici. Et puis l'article 9, c'est je n'achète que du patrimoine durable et je fais vraiment quasiment une exclusive de cette approche. Donc qu'est-ce qu'on voit globalement? Que le marché a voté, enfin les gérants se sont beaucoup positionnés sur l'article 8. Et donc quand on rassemble les deux éléments, vos convictions en matière de durabilité. Alors, vous êtes on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. On fait des SCPI, on a fait le palmarès des SCPI durables. On adresse des questionnaires pour justement s'affranchir de la législation qui est compliquée au niveau européen. Donc, on adresse chaque année des questionnaires aux gérants. On espère que l'année prochaine, vous pourrez y répondre tous les deux. Et dans l'idée, c'est comment vous vous positionnez dans tout ça. Et je crois que vous avez des approches qui sont différentes et c'est ça qui est intéressant dans cet échange aujourd'hui. Vanessa, je te laisse peut-être commencer sur cette partie-là. Oui, merci. Alors nous, c'était une évidence de se positionner. Alors, je vais vous dire au-delà des labels, parce que c'est quand même, il y a un aspect marketing assez dingue. Et je pense que tu l'as dit, maintenant, il y a énormément et quasiment tous les fonds qui ont des labels, qui se positionnent article 8 ou 9. C'est important de le montrer, mais pour nous, c'est encore plus important de le faire. Donc, même si on n'avait pas eu le label ISR et qu'on ne s'était pas positionné en article 8 ou 9, on avait pour ambition de créer de la valeur sur le portefeuille actuel. Et ça, parce que maintenant, on est dans de la financiarisation de l'immobilier et que de toute façon, à l'image d'un OPCVM, on va me valoriser tous les 6 mois. Donc, il ne suffit pas simplement de bien acheter, mais être gérant d'actifs immobiliers, ça implique une action.
Alors, certes, peut-être avant, c'était moins vrai, mais aujourd'hui, ça applique une action. L'action, là, elle est au service, si vous voulez, du rendement et du coup de l'investisseur final. L'idée, c'est de dire, certes, il y a des acquisitions qu'on va pouvoir faire qui vont être plutôt récentes, neuves, parfois qui ont même déjà des panneaux photovoltaïques, mais ce ne sera pas le cas forcément de tous les actifs, puisque ça fait partie de la grille de notre, on va dire, de nos recherches, hein, mais on ne va pas se priver, voilà, d'acheter un locataire comme Decathlon, tout simplement parce que sur son toit plat, il n'a pas mis de panneaux photovoltaïques. Sauf que demain, si je ne suis pas en phase avec les différents décrets tertiaires, 2030, 2040, 2050, comment je crée de la valeur dans le portefeuille? Si en plus, imaginons, je ne collectais pas. Donc aujourd'hui, enfin voilà, c'est pour ça que je parlais un peu de greenwashing, mais l'idée c'est de dire, nous, on va faire un plan d'amélioration, mais qui sera fait dès la première année. Attention, je ne parle pas de réhabilitation, hein, parce que là, on ne pourra pas le supporter sur cette SCPI de rendement. D'ailleurs, dans une SCPI de rendement, c'est quand même difficile de supporter la réhabilitation d'actifs en autre chose. Ça peut éventuellement être un plan B. L'idée, c'est de dire, on achète plutôt du récent, du neuf, et on va essayer de jouer sur les deux sujets. Le locataire, réduire ses consommations d'énergie, qui normalement devrait nous permettre de renouveler plutôt sereinement, on va dire, les baux, hein, puisqu'on va de facto lui enlever des charges qu'il a actuellement. Mais c'est aussi de se dire, si je veux vraiment avoir une gestion active, il va potentiellement, à 5 ans, ou 6, voire 10, on devra céder tout ou partie d'une portefeuille. Comment on fait pour avoir cette pertinence de levier dans la plus-value et le redistribuer aux investisseurs? C'est en créant dès la première année ce fameux plan d'amélioration, sans perdre de temps. Parce que dans 10 ans, je ne sais pas si j'aurai encore de la collecte. Il faut être quand même lucide, hein, par rapport à ce qui se passe et par rapport au cycle de marché. Donc, dès la première année, c'est dans le cahier des charges, on alloue une partie, effectivement, de cette collecte aux améliorations d'un point de vue majoritairement énergétique, pour ne pas être bloqué aussi par la réglementation, parce qu'aujourd'hui, il y a des vendeurs quand même qui sont obligés de vendre à la casse, parce que justement, ils sont dans l'incapacité d'effectuer des travaux qui vont dans le sens de l'histoire. Donc, au-delà de se faire du bien, effectivement, en se disant bon, bah, c'est bien, on est content, on achète, mais au moins, on va faire ce qu'il faut pour améliorer les actifs parce que ça nous fait plaisir et parce qu'on veut respecter l'environnement. Nous, il faut savoir qu'on est Bicorp, hein, quand même, donc on est en train de passer cette labellisation qui est très peu connue d'ailleurs au niveau des sociétés de gestion, avec des engagements forts, hein, pour les humains et pour la planète. Donc finalement, ça va un peu dans le sens de l'histoire, mais ça va surtout être intéressant pour le porteur de part et pour la vie en fait du fonds. Donc il faut juste regarder ce qu'on fait à l'intérieur. Nous, je vous l'ai dit, ça sera majoritairement énergétique, des améliorations énergétiques ou alors mettre des parkings, vous savez, avec des bornes de recharge électrique. Voilà, ça va être ce genre de sujets qui sont pas très onéreux et qui en plus, depuis le décret là, de juillet, les rendements en plus, hein, générés par les parcs de panneaux photovoltaïques viennent sous forme de performance en fait à l'intérieur du fonds. Donc voilà, on peut faire du bien à la planète, mais aussi faire du bien au portefeuille de nos investisseurs, tout en étant, enfin, dire, avoir un ADN fort quand même sur cet aspect impact positif. Voilà. Ok, positionnement très clair. Jérôme, de votre côté, comment Alors, comment vous l'appréhendez? comment on l'appréhende? Bon, d'abord, c'est un sujet, bon, moi, à titre personnel, que je connais depuis de nombreuses années parce que j'ai fait du conseil dans ce domaine-là, dans les télécoms et l'énergie, il y a 20 ans, 25 ans. Donc, c'est la question de la durabilité, c'est une question qu'on connaît bien. Et puis, il se trouve que je gère un vignoble à côté. Donc, la durabilité, le problème du changement climatique, on voit à peu près de quoi il en retourne. Mais donc, c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet fondamental parce que de plus en plus, il va impacter la valeur des actifs. Hein, c'est clair. Et d'ailleurs, le décret tertiaire est un truc à moitié abouti parce que finalement, il oblige à faire un certain nombre de choses, mais d'un autre côté, il ne nous donne pas vraiment les bonnes informations puisque les locataires ne sont même pas obligés de nous donner l'information de leur consommation. Donc, on est dans un monde où on a beaucoup de bonnes intentions, c'est des problèmes fondamentaux et on n'est pas toujours dans les bonnes dynamiques pour le faire. Nous, on a fait tout le travail de préparer effectivement nos grilles d'analyse, etc., avec des consultants spécialisés dans ce domaine-là. On était parti pour être labellisé, et puis pour être tout à fait franc, arrivé au bout du parcours, on s'est dit, mais finalement, on ne va pas se labelliser parce qu'on va rentrer dans on risque finalement, d'abord, ça va être des surcoûts comment dire, administratifs pour effectivement gérer tout ça.
on va être tenté de faire des améliorations qui nous font améliorer les notes, mais qui ne sont pas des améliorations créatrices de valeur. Et donc, je dirais, la complexité administrative nous a effrayés, nous a dit c'est pas le bon axe. Et d'autant plus, si vous voulez, qu'on ne cible pas les institutionnels. Et là, effectivement, les investisseurs institutionnels imposent ça. Ils ont des gens dans les bureaux qui doivent cocher des cases et qui doivent dire oui, le fonds est bien labellisé. Donc, et ça, c'est un travers qui ne nous plaît pas. Donc, nous, on veut être focalisé sur la création de valeur. Et donc, on a fait l'exercice pour tous nos actifs. On a effectivement notre plan d'amélioration possible. Est-ce que sur tel actif, on peut faire ci, on peut faire ça, la rénovation, dans combien d'années doit-on revoir la toiture, etc., les bornes électriques, bon, tous ces sujets-là, hein, effectivement, qui sont les sujets classiques. Hein. Donc, on a effectivement notre petite palette d'outils et on sait sur quel actif, qu'est-ce qu'on va devoir actionner, à partir de quand. Donc, on a un plan comme ça, effectivement, d'amélioration des actifs parce qu'à terme, c'est clair que quand on sera en position d'arbitrage et devoir vendre certains actifs, c'est sûr que le marché, dans les années qui viennent, va être de plus en plus sensible à ce type de sujet quand il achètera les actifs. Et donc, à minima, pour protéger la valeur de nos actifs et encore mieux pour les valoriser encore mieux, effectivement, c'est des sujets qui sont fondamentaux. Et donc, il faut vraiment les suivre de manière très sérieuse. Finalement, la durabilité, ça y est, elle est rentrée dans les mœurs de l'immobilier. Au bout du compte, c'est peut-être ça la meilleure nouvelle dans l'histoire, en fait. C'est que peu importe si c'est labellisé ou pas, c'est que tout le monde l'a dans un arrière-coin de sa tête pour sélectionner ses investissements et est à peu près persuadé que si c'est pas durable, globalement, ça va se ressentir sur la valorisation du patrimoine, quoi. Exactement. C'est clair.